Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un très gros dossier, la loi de programmation militaire. Absolument. Mais là, par le prisme de la finance, du budget, parce que l'argent, on ne peut pas tricher avec les lignes budgétaires. On sait tout de suite ce qui se passe. Et là, vous avez invité le spécialiste en la matière. Je ne rentrerai pas plus en détail, mais c'est effectivement l'avenir de la France qui se joue. Comme vous avez pu le voir, parce qu'on en parle déjà depuis quelque temps, la France doit faire une loi de programmation militaire qui va fixer les objectifs pour les prochaines années. Et cette loi de programmation militaire s'inscrit à un moment où les rapports de force sont en train d'être bouleversés au niveau mondial, comme vous le savez, avec d'un côté ce qui se passe en Ukraine et toutes les conséquences et l'environnement de l'Ukraine, les tensions en Indo-Pacifique, les problèmes que nous rencontrons en Afrique et bien d'autres choses. Alors, pour essayer de s'y retrouver à travers tout ça, parce qu'une loi de programmation militaire, c'est beaucoup de chiffres, et donc pour essayer de comprendre les enjeux, ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on pourrait faire, j'ai pensé que le mieux était d'aller chercher un véritable spécialiste. Et donc, je le remercie puisqu'il a accepté de venir partager avec nous son expérience. J'ai donc invité M. François Cornu-Gentil, qui était le rapporteur de la mission défense auprès de la Commission de défense et des affaires étrangères. Non, de l'économie. Des finances. Des finances, excusez-moi, oui, c'est ça, c'était des finances. Mais comme vient de le dire Claude, essentiel pour notre avenir. Alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on nous annonce d'un côté un budget en très forte augmentation, on a compris, hein, il y a des tensions terribles dans le monde, donc on a en plus des changements, on en parlera au niveau militaire, entre ce qu'on faisait, qui était essentiellement une armée de projection pour aller un peu partout dans le monde, et puis ce qui se passe aujourd'hui quand on voit l'Ukraine. Donc on a plein de choses à voir, plein de choses à modifier, à aménager, à adapter, et en plus avec une inflation qui fait qu'une partie des moyens que l'on met vont être consommés par l'inflation elle-même. Alors c'est pour ça que ma première question, dans le fond, elle est relativement simple. Cette loi de programmation militaire, est-ce qu'elle a la possibilité de répondre, c'est une question très vaste, mais est-ce qu'elle a la possibilité de répondre véritablement à nos problématiques? Alors, vaste question. Vaste on va essayer d'être clair en disant qu'on ne peut pas tricher avec les chiffres. Ouais. On ne peut pas tricher, mais on peut les interpréter. Voilà, il y a un angle sous lequel on peut les considérer. Et selon l'angle, on ne fait pas dire aux chiffres la même chose. Et le débat, il risque d'être profond dans notre pays parce qu'il y a objectivement deux angles possibles sur cette loi de programmation militaire, et qui comportent tous deux leur part de vérité. Le premier angle, c'est l'angle évidemment de la communication gouvernementale qui explique qu'il fait un effort sans précédent. Alors, le mot sans précédent est galvaudé. Il est réel dans cette. Quand le gouvernement dit que c'est un effort sans précédent, c'est pas complètement faux. On va mettre, par rapport à la précédente loi de programmation militaire, c'est 100 milliards de plus qui sont sur la table. C'est quelque chose de significatif. On est à 40% d'efforts supplémentaires. Et le président réélu, Macron, peut aussi se prévaloir que la précédente loi de programmation militaire, contrairement à d'autres, a été réellement appliquée. Donc il y a bien une trajectoire annoncée, relativement ambitieuse, relativement sérieuse, et qui est suivie des faits. Donc à un moment où la parole politique est dénigrée, mise en doute, quand le gouvernement dit qu'il a fait des efforts sans précédent, qu'il les a maintenus dans la durée, il dit vrai. En même temps, pour rester dans un vocabulaire gouvernemental, on peut regarder ces chiffres sous un autre angle, et là, les choses sont plus préoccupantes. Qu'est-ce qu'on a comme point qui arrive et qui nous amène à limiter cet effet? Un des premiers que vous l'avez évoqué dans la question, c'est l'inflation. Oui, il y a 100 milliards de plus.
le ministre lui-même reconnaît que 30 milliards d'euros vont être mangés par l'inflation. Ouais. Et on a été auditionné il y a quelques jours le secrétaire général de l'administration. L'addition, si je peux dire, au titre de l'inflation, elle est montée en quelques semaines à 36 milliards d'euros. Oui, quand même. Donc on peut se dire qu'on va finir à être à 40 et quelques. Donc 40 milliards de nouveaux, 40 milliards d'inflation sur les 100 nouveaux, ça limite la marge. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'objectivement un peu préoccupant, c'est que on met aussi dans cette loi de programmation militaire, c'est là qu'on peut faire un peu mentir les chiffres, hein, on peut les voir de deux façons, on peut aussi, il y a 13 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien non plus, de recettes dites exceptionnelles. Mais on n'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est, d'où elles viennent. On me dit que sur les 13, il y en a 6 de sécurisés. On présente ça comme une victoire. Je trouve ça plutôt inquiétant. On est à la moitié. Voilà, 2 milliards qui sont plus qu'incertains. Conclusion de tout cela, en dépit des milliards que l'on met en plus, on n'atteint même pas le modèle d'armée qui avait été prévu avant l'Ukraine. Donc vous voyez, il y a une sorte de contradiction. On avait prévu un modèle d'armée avant l'Ukraine qui était dans un monde non pas pacifié, mais on pensait que la guerre n'était qu'un risque lointain. Maintenant, la guerre est sous notre nez. Tout le discours est de dire qu'on adapte nos armées à cette nouvelle réalité. Et en fait, on n'atteint même pas le modèle précédent. C'est ça la réalité. Alors, je ne vais pas donner tous les chiffres, hein, mais sur le modèle, par exemple, des chiffres qui sont assez éloquents en matière d'aviation sur la 400M ou sur le Rafale. Je crois que la cible était dans les 50 sur la 400M, on sera à 35. Et sur les Rafales, la cible était à 180, après 187, après 190, et on sera quasiment à 50 de moins. Donc, pareil, à Armée de Terre, on avait prévu, on sera peut-être en 2030 à presque 1 millier de véhicules en moins par rapport à la cible prévue initialement. Donc, c'est pas des petites, c'est pas des petits écarts. Et vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire on a parlé depuis 1 an sur toutes les chaînes de télévision réunies, tous les généraux, amiraux qu'on a vu défiler là, nous expliquer qu'on a une belle armée mais échantillonnaire, qu'il faut faire masse. La vérité, c'est qu'on va faire encore moins masse qu'avant. Voilà. Donc, soit vous êtes dans la logique gouvernementale, vous dites, compte tenu de notre situation, l'effort est très important et il doit être salué, et c'est vrai. Soit vous considérez qu'on est dans un moment exceptionnel, au bord de crises internationales très graves, et qu'il faut que l'effort soit à la dimension de cette situation. Et ben, si vous prenez cette option-là, ce qu'on fait est très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Avec votre expérience, parce que pour aller toujours dans ce sens, quand on regarde le budget, quand on regarde la LPM, on s'aperçoit que durant les années de la présidence Macron, je dirais, ils ont prévu des investissements annuels plus faibles, ont consacré moins de moyens pendant cette période-là au budget de la défense qu'après. C'est-à-dire qu'en définitive, si j'ai bien compris, on dit, voilà, on va investir dans la défense, mais alors, on n'investit pas trop pendant qu'on est là. Un peu à la Saint-Glinglin, quoi. Alors après, vous vous débrouillerez, on met des chiffres, à vous de vous débrouiller si c'est vrai ou pas. Mon interprétation est fausse ou elle est discutable? Ça peut se dire. Alors, on va essayer d'être objectif. C'était déjà un peu le cas pour la loi de programmation précédente, hein, sur 2018-2024, où il y avait des marches budgétaires à 1,7 milliard, en début de programmation, et puis en fin de programmation, des marches à 3 milliards qui étaient inscrites. La vérité qui n'est jamais dite dans les lois de programmation militaire et dans les discours politiques, c'est que Bercy et autres avaient sans doute pas réellement l'intention de faire ces marches à 3 milliards. Et donc, il y avait notamment une clause de revoyure en cours de LPM pour rediscuter de tout cela. Et quand c'est arrivé en discussion, le gouvernement a fait en sorte que le gouvernement ne puisse pas vraiment peser. Et c'est bien la montée des tensions
qui a fait a qu'on a permis, fait les oui, marches à c'est 3 ça. milliards. Et sans ça. ces tensions, Il il est aurait pas probable eu, qu'elle il aurait n'aurait pas, jamais c'est eu lieu. ça. Alors, on se retrouve dans Donc, une il y a un situation... peu, oui, voilà, on est dans la même situation. On se retrouve un petit peu dans la D'accord. même situation avec cette loi qui va être discutée normalement en mai, avec des premières marches qui continuent à 3 milliards, ce qui est quand même très important bien, budgétairement. c'est bien. Voilà, ça aussi, c'est... Et puis, en fin de programmation, c'est-à-dire sur 2028, 2029 et 2030, des marches à 4 milliards 3, si je me rappelle bien, qui sont effectivement importantes. Donc, avec plusieurs difficultés, hein, c'est que si on regarde un peu la situation, un certain nombre d'experts disent que la situation internationale peut se compliquer sérieusement à horizon 2025-26, et que c'est sans doute dans la période très actuelle qu'il faut montrer aux éventuels agresseurs qu'on y va beaucoup plus fort. Or là, le message, c'est on fera un peu plus tard. Donc c'est pas très bon, surtout si on a en tête d'un retour assez à l'isolationnisme des États-Unis. À la prochaine élection, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Indiquer qu'on le fera plus tard n'est pas une bonne mission. Et puis, est-ce que faire un effort, des marches plus importantes maintenant, ça serait indiquer qu'on tire vraiment les conséquences de l'Ukraine? Or là, on ne le fait pas complètement. Donc, est-ce que le débat parlementaire pourra faire bouger cela? Ça serait formidable. J'en suis pas complètement sûr. Une fois que c'est dit, c'est très compliqué. Et puis, pour vous donner l'idée de l'ampleur des difficultés qui sont devant nous, le Haut Conseil des finances publiques aussi a regardé la trajectoire de la LPM, la trajectoire des finances publiques pour les années à venir. Et qu'est-ce qu'il dit en 2 mots? Oui, tout ça est très intéressant, mais si vous voulez respecter la trajectoire de la LPM, qui est impressionnante, mais aussi insuffisante, hein, bien sûr, sur cette trajectoire que vous proposez, en réalité, elle n'est tenable que si vous enclenchez des économies considérables dans d'autres domaines. Peut-être avoir des surprises dans les mois qui viennent, mais je ne pense pas que l'état du débat public, l'état de popularité du gouvernement le poussera à prendre des mesures extrêmement difficiles d'économie. Donc vous voyez, cette loi, elle est à la fois ambitieuse, elle est sans doute en dessous de ce qu'il faudrait faire compte tenu du truc, et elle est, au regard des autorités financières du pays, elle est aujourd'hui pas complètement financée, pas crédible. Donc on a énormément de difficultés à Justement, alors, pour continuer dans ce sens, la France a été pendant des années, depuis très longtemps, on peut dire, depuis l'Algérie pratiquement, on a consacré nos moyens, on a bâti notre armée essentiellement autour d'une capacité de projection dans les pays étrangers pour aller se battre, et on l'a fait. Et d'ailleurs, on l'a utilisé un peu partout. Et ça nous a donné un certain poids au niveau international parce qu'on a été parmi les rares capables de faire ça. Le problème, c'est que maintenant, la guerre en Ukraine nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des risques de guerre effectivement classiques sur un continent comme le nôtre, ou si on suit les Américains en Chine ou ailleurs. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas du tout les mêmes équipements, le même armement, la même organisation. Tout est à changer. Est-ce que la France... La première question, c'est que la France est capable d'avoir 2 stratégies militaires, une de projection et une de défense, je dirais, territoriale. Est-ce qu'on est capable d'avoir les 2 ? Première question. Et deuxièmement, est-ce que la loi de programmation militaire telle qu'elle est nous permet de l'envisager ? Alors, la seconde question est la plus facile. Aujourd'hui, non, pas réellement. Tous les commentateurs le disent, et ce n'est pas complètement faux, que le sacrifié dans la LPM actuelle, enfin tout le monde, les avions, les aviateurs ont moins d'avions que prévu, les marins ont moins de bateaux que prévu, mais ceux qui sont le plus sacrifiés, c'est sans doute l'armée de terre. Donc ça veut dire que
reconstituer un corps d'armée massif pour des combats sur le continent, ça n'a pas été complètement la priorité. Ce que je disais tout à l'heure sur les décalages dans les commandements dans les commandes de blindés, ça indique aussi que c'est pas le choix qui a été fait. Donc c'est assez préoccupant. On est resté... en fait, si on voulait assumer, on peut toujours faire plus, mais si on était assez réaliste et qu'on voulait essayer d'être sur les deux aspects du spectre, c'est-à-dire à la fois l'armée un peu de terre, un peu massive, et garder la capacité à intervenir. On a le second domaine maritime du monde, donc ça suppose aussi des moyens de projection maritime. Si on voulait garder une armée qui corresponde à nos besoins, il faudrait en réalité se rapprocher quasiment de 3% du PIB. Ouais, c'est ça. Alors, la réalité, c'est ça. Ce qu'il faut... Peut-être que c'est pas réaliste, peut-être que... Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas ce débat. On peut choisir de le faire ou de ne pas le faire, mais ce qu'il faudrait, c'est poser le débat devant les Français pour qu'ils comprennent les enjeux, les risques à faire ou pas ce choix. On voit l'armée polonaise, dont on parle beaucoup actuellement, qui remonte fortement. Eux, ils sont à 4%. Alors, sans aller jusque-là, il faudrait en tout cas être au-dessus de 2,5 et de se rapprocher de 3 si on voulait, alors, y compris les effets. Une de nos thématiques, en tout cas de nos diplomates depuis un certain temps, c'est l'Europe de la défense, etc. Si vous n'avez pas un noyau critique, une certaine masse à montrer, l'Europe de la défense ne fera pas autour de vous. Et là, ça suppose un effort financier beaucoup plus important. Je mets en garde, on a toujours en tête qu'on est la première armée européenne, de regarder avec un peu d'ironie les Allemands, d'expliquer que les Anglais ont des difficultés. C'est vrai, ils ont des difficultés. Les Allemands, notamment, ont du mal à dépenser les milliards. Ils viennent d'annoncer un fonds de 100 milliards à dépenser en 4 ans. Ils n'arrivent pas à cause des questions de commande publique. Mais alors, on peut rire. Je pense qu'à terme, ils vont les dépenser. Donc, vous voyez, on dit, voyez, c'est bien la preuve qu'on restera les premiers en Europe, quoi qu'il arrive. Non, ça, c'est pas vrai. Ça va mettre plus de temps que prévu, ça va être compliqué, mais l'argent, ils l'ont plus que nous, et au bout d'un moment, cette différence, elle sera énorme. Pour se rendre compte de l'écart qui risque de se créer, nous, la LPM, elle a prévu de plafonner donc, à 69 milliards d'euros en 2030. Les Allemands, ils seront plutôt autour de 100 milliards d'euros. Donc, même si vous avez des difficultés à commander, à passer les commandes, à livrer, au bout d'un moment, cette différence de 30 milliards d'euros par an, elle va se voir sur la réalité des armées. Pareil avec les Anglais, on ironise sur les difficultés de leur mari, de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas complètement faux. Eux, leur objectif, il est quasiment de 100 milliards de livres, ça doit être à peu près 112, 115 milliards d'euros à terme. Donc, vous voyez là aussi la différence avec les Anglais, elle est gigantesque. Alors, est-ce qu'on veut à la fois, pour être sur tout le spectre, faire l'effort supplémentaire et aussi pour peser ou au sein de l'OTAN ou au sein de l'Europe, je ne sais pas quelle est la stratégie qu'on va avoir. Je pense que la masse financière ne permet pas... Est insuffisante pour ça. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est non pas de rien faire, mais à répéter que tout l'argent est là. On donne le sentiment que les armées sont servies et puis qu'on peut aller vers les autres priorités. Non, si l'heure est grave, les armées ne sont pas complètement servies. On est même au minimum de ce qu'il faut faire. On est la première armée européenne, mais avec ce qui est en train de se passer, les investissements des autres, on a les Allemands qui vont clairement, ça mettra un certain temps, mais ils seront devant. Je pense. Les Anglais, certes, ils ont quitté, mais ils sont quand même européens. Ils sont en train de surinvestir. Et puis, comme vous l'avez rappelé aussi, on a les Polonais qui, appuyés par les Américains, sont en train de faire du rattrapage à toute vitesse pour devenir, ils le disent, ils disent notre objectif, première armée d'Europe. Alors, armée de terre, en tout cas, certainement. Oui, première armée de terre, mais c'est considérable. C'est pas rien. Ils vont avoir plus de chars dans 5 ans. Oui, largement. Largement plus de chars que nous. Et plus d'artillerie, d'ailleurs, aussi. Ça. Donc, alors, or, on voit avec l'affaire de l'Ukraine que les chars et l'artillerie, ce sont des éléments qui comptent. Ce que je le dis là, je ne le dis pas pour aider le gouvernement. Mon objectif n'est pas de gêner le gouvernement. Je pense qu'à un moment,
le rôle des responsables politiques, gouvernement Ouais. compris et opposition compris Oui. aussi, c'est de dire les choses telles qu'elles sont et de faire et là, les choses ne sont pas complètement dites telles qu'elles sont. Je suis persuadé que le grand public, les Français, pensent que à cause de la guerre d'Ukraine, on a pris des décisions Mais non, tout à fait. C'est pas complètement vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc, Alors- je pense que le grand public est aussi qu'on considère encore qu'on a la première armée, alors que c'est en train de. Voilà. On peut choisir ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait un débat public. Alors, ce que je crois qui a été raté, et à mon avis, le travail serait à reprendre, c'est ce qu'on appelle la revue stratégique qui a été publiée en décembre. C'est-à-dire, c'est de regarder finalement quels sont les risques de conflits, de difficultés au risque de faire face la France et comment on s'organise face à cela. Donc le document, je trouve, est très généraliste et du coup nous a poussé dans nos mauvaises façons de faire. C'est-à-dire, on fait un peu de tout, vous voyez. Je pense qu'il y a un travail collectif à faire pour bien voir quelles sont... Et notamment, cette revue stratégique nous met dans des situations de conflit ou de guerre, essentiellement dans des conflits en coalition. Je pense que oui, c'est possible. Mais il y a peut-être certaines hypothèses où nos intérêts économiques, où nos dom-toms sont menacés et il n'y aura pas de coalition pour nous aider. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce qu'on a vraiment creusé toutes les hypothèses dans lesquelles on risque d'être impliqué? Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fond, quand on ne sait pas très bien à quoi on se prépare, voilà, on veut cocher toutes les cases. On veut tout faire, mais on fera peut-être tout mal. Rentrer dans les scénarios les plus menaçants, les plus inquiétants pour nous, ça nous amènera peut-être à être moins forts sur tel ou tel domaine, mais à être pertinent sur ce qui nous permettra peut-être un jour de sauver notre peau. Donc je regrette que ce travail n'ait pas été fait. J'aurais aimé qu'on ait une démarche de réinjecter de l'argent immédiatement dans le budget parce qu'il y en avait besoin, sur les munitions, sur les drones, là, tout le monde est d'accord. L'artillerie, on en manque. Voilà, donc à court terme, remettre de l'argent et se donner le temps, se donner peut-être 1 ou 2 ans pour faire un travail approfondi que n'a pas fait la revue stratégique. Et ce travail approfondi, il aurait le mérite de mieux définir nos besoins et surtout de justifier l'effort auprès des Français. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils voient beaucoup d'argent, on ne leur a pas très bien expliqué à quoi ça va servir, donc ils ne sont pas prêts à en faire une priorité. Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur les milliards dépensés par les uns et par les autres. Quand vous parlez, par exemple, de 100 milliards dépensés par les Allemands, les Polonais, les Anglais. À terme. Hein. À terme, ouais. Mais ce sont des milliards qui vont être dépensés parce qu'ils vont acheter du matériel américain sur étagère. Nous, peut-être qu'il y a un cercle vertueux parce que, fut un temps, on avait quand même une industrie de défense. Donc si on met 100 milliards, nous avons toujours. Donc si on met 100 milliards sur la table pour l'armée française et que ces milliards sont dépensés auprès de nos industries, c'est sûr ça a du sens. Ça a du sens. Ouais. Et donc, vertueux, donc création d'emplois, création de nouvelles technologies, des sauts industriels. Les entreprises se portent mieux et les impôts et ainsi de suite. Alors on a une sorte de dogme depuis quelques années sur le franco-allemand. On voit bien tout le discours politique qui va avec. Effectivement, si l'Allemagne et la France sont alignées, ça peut présenter un certain nombre d'intérêts. Sauf que ce n'est pas complètement la situation. Donc les grands programmes majeurs, qui sont le SCAF, l'avion du futur, l'avion et le système, maintenant c'est un système qui va autour de l'avion, et puis le char du futur qui a du plomb dans la tourelle. Voilà, donc c'est au nom de l'Europe de la défense, au nom du franco-allemand, des accords politiques ont été passés, on mise énormément là-dessus.
sans voir que les besoins des armées françaises, des allemandes ne sont pas forcément les mêmes, que la culture n'est pas les mêmes, que le timing dans les commandes et l'intérêt pour les outils n'est pas le même. Et donc, moi, j'ai toujours été très prudent là-dessus. J'ai l'impression que alors le char, tout le monde a l'air de prendre acte que c'est difficile, mais en réalité, vous auriez regardé les choses un peu précisément il y a 2-3 ans. Vous aviez tous les éléments pour comprendre que c'était difficile. Donc, l'étonnant, c'est pas qu'on le découvre, c'est qu'on le découvre si tard. Est-ce que sur le SCAF, c'est pas un peu la même chose? On peut quand même se poser des questions. Ce que vous entendez par là, c'est que la France n'a plus les moyens financiers. Pas forcément, seule. non. Oui et non. C'est parce que les programmes en coopération sont souvent, on le voit sur la 400M, qui est à la fois un bel outil, mais qui peut être trop sophistiqué pour ce qu'il a à faire. Hein. Puis on en voit quand même moins. D'abord, on a rajouté des milliards. Hein, tous les 2-3 ans, on rajoutait je ne sais pas combien. Et puis donc, les programmes en coopération, souvent, les diplomates les poussent pour des raisons d'alliance affichées. Les politiques sont contents mais ça coûte plus cher quelquefois, hein, parce que les industriels cherchent à acquérir des compétences, donc il faut financer les bureaux d'études un peu plus longuement que sur des gens qui seraient déjà prêts, donc ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Alors après, il y a peut-être d'autres types de coopération, moins politiques, plus industrielles, qui seraient plus efficaces. Mais notre difficulté, c'est qu'on a été assez loin aujourd'hui dans le franco-allemand. Donc faire un virage, c'est sans doute nécessaire. Qui peut assumer ce choix politiquement, c'est pas évident. Donc, pas simple. Et pourtant, il va falloir le faire, parce que si on reprend effectivement les projets franco-allemands, si on regarde, mais très froidement, hein, il y avait le projet sur le Tigre, l'amélioration du Tigre, absolument nécessaire pour nous tous. Les Allemands nous ont lâchés. Il y avait l'avion de patrouille maritime. Les Allemands nous ont lâchés. Il y avait le char. On vient d'apprendre il y a 3 jours que les Allemands nous lâchent. Il reste effectivement le SCAF, hein, le fameux avion avec les droits et tout. Mais comme vous le disiez, tout le monde sait que c'est le moins qu'on puisse dire, selon les industriels, c'est que ce n'est pas évident du tout. Donc ça pose quand même un vrai problème. Et surtout quand vous discutez avec les 2 industriels, ce n'est pas du tout le même son de cloche. Exactement. Il y a une grande comme vous le disiez aussi, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs, il y a plein de choses qui... Mais alors, seulement le problème, c'est que pour développer une arme moderne aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc si on le fait en coopération, on se répartit quand même le coût, même si après, comme vous le disiez, ça complexifie et c'est plus difficile. Si on n'a pas cette possibilité de le faire il va falloir qu'on le finance nous-mêmes en autofinancement, ce qui n'est pas évident pour nos entreprises compte tenu de nos moyens et du capacité de commande de notre industrie. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à vendre à l'international et non plus en Europe, puisque les Américains vendent en Europe partout. L'OTAN maintenant est américain, l'armement OTAN est américain. Ça aussi, c'est une conséquence. Hein. Alors qu'on a rêvé, nous, d'une défense européenne où on pourrait vendre nos armes un peu à tout le monde. Maintenant, c'est fini. Il y a toujours le créneau un peu historique, justement, des gens qui ne veulent pas être forcément complètement... Le discours de Macron n'est pas toujours réaliste, mais il y a bien une histoire qui permet de séduire des gens qui ne veulent pas être complètement dans le giron américain. Donc, je pense que c'est plutôt les pays du tiers-monde, enfin les pays émergents, les pays émergents. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais ce que je regrette, c'est que vous voyez, ces sujets-là sont abordés. Il ne faudrait pas faire avec l'armement ce qu'on a fait avec l'énergie. Moi, j'étais très frappé quand Merkel, un jour, qui a dit finalement, on ne va pas vous suivre sur le nucléaire, etc. Ça aurait dû provoquer un vrai débat. On a mis la poussière sous le tapis, on a fait comme s'il ne se passait rien. Et c'est quoi, 12 ans ou 15 ans après on s'aperçoit que c'est regardez sur le SCAF. C'était du franco-allemand à 50-50. Les Allemands ont fait rentrer les Espagnols. Il n'y a pas eu de débat au moment où on s'est rentré. C'était une remise en cause. C'était une remise en cause complète du projet, où on devait dire oui, mais sous telle conditions. Donc, pour le char aussi. Hein. Le char, on était un Français, un Allemand. C'est passé exactement. Et on s'est retrouvé 2 Allemands et un Comme Français. Quoi on apprend. L'expérience ne sert à rien. Je trouve ça sidérant. Et c'est là que moi, en tant qu'ancien parlementaire, je pense que le Parlement aurait un rôle
beaucoup plus actifs, hein, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense ou des finances sur certains sujets. Au moment où les gouvernements mettent un peu la poussière sous le tapis, ça devrait être aux assemblées de dire, attendez, là, il se passe sur le nucléaire ou il se passe sur le chat un truc très important, d'interpeller les gouvernements et de leur dire, mais quelles conséquences vous en tirez? Vous voyez, le franco-allemand, peut-être que les choses telles qu'elles sont le rendent absolument inévitable. Mais si on dit qu'il faut continuer dans le franco-allemand, d'une part, il peut y avoir un débat là-dessus. Et si on veut continuer parce qu'on estime que les réalités européennes sont impératives sur le sujet, il faut à minima changer de méthode. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a ni réflexion stratégique, ni réflexion méthodologique. On a du mal à acter que où certains choix sont à remettre en cause, où la méthode doit être mise en cause. Et ça, je trouve ça un dysfonctionnement politique très, très grave. Est-ce que, il y a une phrase que vous venez de dire qui est pour moi lumineuse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dans les mondes de la défense, il se passe ce qui s'est passé dans le monde de l'énergie. Oui, c'est ce qu'on est en train de préparer. Oui. Mais c'est bien ce qu'on est moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Hein? Oui. C'est très inquiétant parce qu'on a fait une émission sur l'énergie. Mais passionnante parce que justement, c'est quelqu'un qui nous a expliqué, un cadre d'EDF qui a expliqué toute la dégringolade, comme elle s'est passée étape par étape. Effectivement, on a vu qu'à certains moments, on a fait des éléments qu'il ne fallait pas faire. Sur l'énergie, on voit bien, mais c'est la même chose. L'équivalent des moments où il aurait fallu sonner la sirène d'alarme, c'est effectivement l'accord vert-écolo sur les 50% de nucléaire qui n'avait aucune possibilité de traduction concrète et réelle. Mais donc, le débat politique n'a pas eu lieu à ce moment clé, mais y compris pour moi qui étais dans un parti d'opposition, quand on est revenu au pouvoir, etc., on n'a pas vraiment soulevé le problème. Donc l'incapacité, certains sont plus fautifs que d'autres, mais ce qui est très étonnant, c'est l'incapacité de la classe politique à dire la vérité. Je pense qu'il y a une crise de confiance à l'égard de la politique. C'est clair. Je pense que la confiance, elle vient de la capacité à dire la vérité. Je pense qu'intuitivement, les Français sentent bien qu'on leur donne des éléments de langage. Que les éléments de langage, c'est assez éloigné de la réalité. Je pense que les Français sont adultes et que sur les sujets d'énergie, sur les sujets industriels, sur les sujets de défense, on a tout à fait l'estor de laisser ça à quelques spécialistes et que le rôle des politiques, c'est d'expliquer les enjeux, de les mettre sur la table. Et ils ne sont pas mis sur la table. Donc, quand les enjeux ne sont pas mis sur les tables, c'est forcément des mauvaises décisions prises par des petits comités théodules qui se mettent en route. Et vous savez, c'est le but d'émissions comme celle que nous faisons, c'est justement ça. C'est de permettre à des auditeurs qui sont intéressés, et il y en a beaucoup, de comprendre, parce que si effectivement, et comme vous dites, il y a une partie qu'on a mis, la poussière qu'on a mis sous le tapis, les gens, ils ne comprennent pas, et du même coup, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils n'ont pas les éléments. Ce que je pense, c'est que c'est fondamentalement le rôle du Parlement. Le Parlement, vous voyez, il légifère, il fait croire que c'est lui qui décide. En réalité, c'est l'exécutif. Voilà. Donc on passe beaucoup de temps à faire semblant de faire quelque chose qu'on ne fait pas en réalité. Or, les gouvernements sont sous pression immédiate de l'opinion, sous pression de relations, de ne pas compromettre nos relations avec les Allemands. Donc le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient, sur beaucoup de sujets, ne sont pas à l'aise pour dire la vérité. Et donc, je pense que le Parlement aurait là un rôle nouveau et très intéressant, qui ne serait pas de faire semblant de gouverner, mais qui serait justement de mettre sur la table les problèmes qui sont difficiles à mettre sur la table pour le gouvernement. Et cela pourrait s'appliquer à l'énergie, à l'industrie, à la défense. Le Parlement aurait en quelque sorte un rôle d'interpellation. Voilà. Pas forcément de dire la solution, de dire ce qu'il faut faire, mais de dire, voilà, l'énergie... En fait, on est face à un problème depuis 15 ans qu'on n'a pas voulu voir. Et ben, je pense que sur tous les sujets, ce travail pourrait être fait et contribuerait à éclairer les questions de défense,
mais pas seulement les questions de défense. Oui. Parce que les questions de défense, quand elles sont traitées dans la tradition, ça aboutit à une sorte de deal entre les états-majors, de deal entre les industriels. Je ne dis pas, la vie, c'est des deals. Bien sûr, bien Donc, sûr. qu'à un moment, on trouve le bon équilibre, c'est normal. Mais quand on n'est que dans le deal, on perd de vue la vision globale. Ça, je pense que c'est fondamentalement le rôle du Parlement de réintroduire les enjeux, finalement, simplement. Alors, est-ce que le Parlement, il aurait la possibilité constitutionnelle de jouer ce rôle où il faut modifier la Rien ne Constitution l'empêche. ou les pratiques En fait, qu'est-ce qu'il faudrait changer il faudrait pour que vous allez comprendre, donner au Parlement cette efficacité que vous souhaitez? Vous allez comprendre que c'est à la fois simple et compliqué. Simple, parce qu'en réalité, rien n'empêche, si des présidents de commission décidaient demain de faire le travail que j'évoque, personne, possible, y compris le président de la République, ne pourrait l'empêcher de travailler, comme je le dis, sur les risques, sur les enjeux. Voilà. Donc, sur le papier, rien n'empêche. En réalité, ce qui empêche, c'est, oui, l'espèce de pression médiatique. C'est-à-dire un gouvernement, aujourd'hui, a le sentiment qu'il est sous pression de l'opinion en permanence, et donc il se sent dans l'obligation, vous voyez, tous les mois de sortir un projet de loi pour que le Premier ministre puisse passer à la télévision, que le ministre explique ceci, cela. Et donc, les projets de loi sont devenus des éléments de communication. politique. Pas seulement de communication, d'existence politique. D'existence politique. Si je communique plus, je suis mort. Et donc, depuis 20 ans, tout le monde dénonce la législation qui devient folle, mais elle s'explique par la faiblesse du gouvernement. Plus les gouvernements sont faibles, plus ils veulent occuper les plateaux télé pour expliquer qu'ils sont entre eux. Et sans cette mécanique-là, on ne voit pas comment on peut l'arrêter. Alors peut-être que la situation actuelle est propice, puisqu'il n'y a pas de majorité. Il y a eu quelques phrases récentes du président Macron qui dit on pourrait peut-être légiférer un peu moins. Donc c'est finalement... Donc là, on va dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on pourrait occuper les députés à faire un travail un peu d'investigation, de réflexion plus intéressant. Mais je ne sais pas. Moi, je pense que ça serait une occasion de le faire. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, d'abord, merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Et pour cette conclusion, car c'est une conclusion que vous avez faite, parce qu'en définitive, on va pouvoir voir s'il y a une évolution ou une possibilité d'évolution avec la discussion de la LPM telle qu'elle va être faite bientôt. Oui. Parce qu'on est tous d'accord pour dire, vous le premier, et je vous en remercie parce que vous nous éclairez beaucoup, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut revoir, qu'il faut repenser à l'évidence, parce que par rapport à toutes les problématiques qui ont été évoquées, et dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait un vrai débat, mais un débat qui amène effectivement une évolution, qui ne soit pas un débat pour entériner ou s'opposer bêtement. Et surtout, sur beaucoup de sujets, on a besoin de débat parce qu'on n'a pas la solution. Oui. Les technocrates pensent que le débat, c'est le temps que je prends pour convaincre l'autre que j'ai trouvé. Mais sur tous les sujets extrêmement complexes de défense, etc., il faut débattre, pas pour le plaisir, mais parce que c'est en confrontant les points de vue qu'on arrivera à trouver des solutions. Une bonne solution. Et alors, il y a la tendance que j'indiquais tout à l'heure qui montre que le gouvernement est peut-être conscient qu'il faut passer à autre chose. Il y a d'autres tendances qui sont très néfastes et qui sont à l'opposé de cela. Toutes les commissions, là, en commission de la défense, je ne sais pas si vous le voyez, elles se font à huis clos. Oui. Comment voulez-vous saisir les Français de ces enjeux si on discute à huis clos? Non, ces enjeux, ils doivent être sur la table. Tous les chiffres de disponibilité des matériels, ils étaient publiés jusqu'à 3-4 ans, ils ne sont plus publiés aujourd'hui. Et donc le gouvernement, à la fois, voudrait un débat quand ça lui convient, n'en voudrait pas qu'un... Donc je pense qu'il faut prendre le risque du débat. Écoutez, je crois que voilà une belle conclusion. Donc, prenons le risque du débat et on va le voir. Et merci encore de nous avoir éclairés. Et oui, effectivement, encore une belle émission. Et merci parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour la France, en espérant que les hommes politiques en place ou les futurs aient toujours ça en tête. Merci et à bientôt pour une prochaine émission sur Open Box TV. Merci.
Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.